Voilà, bonjour à tous. Alors, on va pouvoir continuer donc notre apprentissage de la connaissance des processus aléatoires, ou en tout cas de leur caractérisation. Donc, je rappelle qu'on a vu la semaine dernière tout ce qui était relatif aux chaînes de Markov. On a clôturé tout ça. Donc, cette théorie plutôt qui est relative à l'étude des processus discrets. Je vais attaquer maintenant l'étude des processus continus. En effet, les deux sont vraiment très importants, étant donné que dans un monde d'ingénieurs, on travaille souvent avec des fonctions qui peuvent prendre des valeurs qui sont des valeurs dans l'ensemble R des réels et pas nécessairement des valeurs dans l'ensemble des naturels. Ok, donc pour ça, je vous rappelle le petit exercice ou le petit exemple introductif que j'avais montré tout au début du cours. Et on devrait commencer en tout cas tout doucement à comprendre un petit peu plus les différences et les ressemblances qu'il y a entre les différents processus aléatoires. On voit que le premier est un processus qu'on va appeler stationnaire. En tout cas, c'est une réalisation d'un processus stationnaire qui a été initialisé dans sa distribution stationnaire à l'instant initial, ici. Sa distribution en réalité, elle est gaussienne. Donc, c'est-à-dire que si on imagine que l'ensemble des réels représente l'ensemble de toutes les valeurs qui peuvent être prises par ce processus, et en fait, on va avoir une distribution de probabilité qui va ressembler à ceci. Alors que la distribution de probabilité des processus qu'on regardait préalablement, dans leur état stationnaire, donc le fameux pi-s qu'on calculait, mais n'était pas nécessairement quelque chose qui était distribué de façon gaussienne, en tout cas, non, certainement pas gaussienne, puisque c'est un ensemble d'états discrets, et donc fini en nombre. Alors, le deuxième est un autre exemple d'un processus qui est stationnaire et qui est initialisé dans sa distribution stationnaire. En fait, celui-là, il a une distribution qui est légèrement différente. Elle est plutôt de type asymétrique. Celui-là, on va dire qu'il a une distribution non gaussienne. Et l'autre, par contre, c'est une représentation d'un processus aléatoire qui est transitoire. Pourquoi est-ce qu'il est transitoire ? Il pourrait être transitoire tout simplement parce qu'il n'est pas homogène. Si on avait une chaîne de Markov non homogène, on aurait des probabilités transitionnelles qui varient au cours du temps, et ça nous donnerait l'opportunité de générer un processus comme ceux qui sont là-bas. Je vais revenir beaucoup plus en détail maintenant sur la notion de stationnarité et surtout la façon de représenter ces processus aléatoires. Alors la première façon de représenter un processus, ce serait de le représenter à l'aide de sa densité de probabilité qu'on appelle de rang 1. On l'appelle de rang 1, pourquoi ? Parce qu'un seul instant est nécessaire pour caractériser une densité de probabilité de rang 1. Un seul instant, T0. En effet, mais si on était capable donc, de pouvoir déterminer la densité de probabilité de la valeur qui est la variable aléatoire qui en fait correspond à la valeur de la fonction prise à l'instant t1, d'accord ? Donc x, c'est une fonction aléatoire, mais à partir du moment où je décide de ne regarder que x de t1, oui, évidemment ici j'ai indiqué t0, mais t1 c'est pareil, x de t1, donc si je ne prends que la valeur de la fonction en un instant donné, si on imagine que la fonction aléatoire c'est un ensemble de petits papiers qui sont tirés hors du chapeau, les valeurs qu'on va lire à l'instant t1 et t1 uniquement, t1 étant connu, eh bien c'est rien d'autre qu'une variable aléatoire, bien sûr, puisque ça devient un scalaire. Variable aléatoire. D'accord ? Donc ceci c'est un scalaire, alors que l'autre est une fonction. Et donc il est tout à fait naturel, bien sûr, de commencer par se demander si la reproduction d'une fonction aléatoire ne pourrait pas être représentée comme la collection de toutes les densités de probabilité associées à chacune de ces variables aléatoires. Vous voyez, à chaque instant t1 que je peux imaginer ici, j'ai une densité de probabilité, et je suis évidemment tenté de représenter, pour commencer, la caractérisation, de caractériser, si vous voulez, le processus aléatoire par l'ensemble des densités de probabilité qui seraient obtenues à chacun des instants et qui correspondent donc à chacune des variables aléatoires. Et donc si on se souvient de la signification de la densité de probabilité que j'ai rappelé au tout premier cours, P de x dx, donc la probabilité
de voir apparaître x à l'instant t1, donc le processus aléatoire à l'instant t1, dans un intervalle s'étendant de x à x plus dx, eh bien ça correspond précisément à la densité de probabilité fois dx. Ok, et donc en fait on pourrait très bien représenter, je regarde si j'en ai une représentation graphique ici, non, mais on pourrait très bien représenter la densité de probabilité au cours du temps. Vous les trouverez dans les notes de cours. Donc en fonction du temps t1 qu'on est en train de regarder, eh bien on pourrait très bien imaginer qu'on a un processus aléatoire qui est, tiens, si je prends celui ici de la dernière colonne, vous voyez qu'à l'instant t1 on a des valeurs qui sont très proches de 0, et puis à un moment donné elles augmentent, et puis un peu plus tard elles sont de nouveau très proches de 0. Et donc ça veut dire qu'en fait on aurait une densité de probabilité px de xt1, évidemment c'est pas une fonction de t1 bien sûr, c'est une fonction de x, puisque c'est une densité de probabilité. On aurait ceci à un instant court, et puis à un instant un petit peu plus loin, on aurait une valeur qui est un peu plus distribuée, et puis si je vais voir un instant qui est encore un peu plus loin, eh bien on va retrouver une valeur qui de nouveau devrait être un peu plus concentrée vers l'origine. Voilà. Et donc cette idée de reproduire la caractérisation du processus aléatoire par sa densité de probabilité de rang 1, évidemment elle est brillante, parce qu'elle va nous permettre donc de regarder tout ce qui se passe au cours du temps. Je vais représenter ici celui de droite qui est caractéristique d'un processus qui est instationnaire. Alors on pourrait faire la même chose avec les deux processus de gauche. Okay, qui sont ces deux-là. Et si je regarde ces deux-là, mais je vais trouver quoi? Je vais trouver une densité de probabilité qui est ici, P de x, xt1 en fonction de x, qui est indépendant de t1. Pourquoi? Parce que je coupe à l'instant ici, ou à l'instant là-bas, ou à l'instant là-bas, okay, tout ceci est évidemment lié à l'ergodicité qu'on a discuté préalablement. Et bien en réalité, j'aurai exactement la même densité de probabilité. Ok. Donc tout ceci, c'est pour introduire la notion de densité de probabilité de rang 1. Ok, donc du point de vue de l'expérimentateur, donc si on imagine maintenant un expérimentateur qui est au laboratoire, qui mesure des réalisations d'un processus aléatoire, par exemple une concentration d'une molécule dans un mélange chimique, ou une résistance au cours du temps pendant un essai de sollicitation thermique, ou bien un relevé de la géométrie de la rugosité de la route sur une abscisse entre Liège et Bruxelles, par exemple, voilà ce genre de choses. Et l'expérimentateur, qu'est-ce qu'il va faire? L'expérimentateur va simplement partir d'une collection de mesures, et puis à différents instants, ou à différentes positions, il a la possibilité de faire des statistiques. Okay, et à différents instants T1 égale 10, ou bien T1 égale 20, ou bien T1 égale 30, et il obtiendra une densité de probabilité qui éventuellement peut être différente. Okay, dans l'exemple qui est montré ici, toutes les densités de probabilité sont les mêmes, et donc en fait c'est un signe que le processus il est stationnaire. Okay, je dis c'est un signe, c'est juste un signe, on clarifiera la notion de stationnarité un petit peu plus tard. Alors, on a vu au premier cours que la fonction de densité de probabilité, elle contient généralement trop d'informations. Et donc, oui, parce que c'est une fonction, et que cette fonction, on n'a pas spécialement envie de reproduire son entièreté comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir des moments. Donc, exactement comme on définissait des moments statistiques de variables aléatoires, on peut définir des moments statistiques de processus aléatoire, exactement avec le même concept. La seule différence, c'est que la densité de probabilité de rang 1, maintenant, elle dépend du temps. Et donc, après avoir intégré, le moment dépend du temps. Donc, par exemple, ici, vous voyez que le moment d'ordre 1, qui est la moyenne, qui est le centre de gravité dans la densité de probabilité, ne varie pas au cours du temps. On a le moment d'ordre 2, qui représente la distribution de la densité de probabilité. Okay, donc son étalement, si vous voulez, comme faire vos cours de proba.
ne dépend pas non plus du temps. Ok. Et donc l'exemple le plus simple, c'est mu1 représente l'évolution de la moyenne. On a mu2 qui représente l'évolution du carré moyen, etc., etc. Alors on a idem pour les moments centrés, je vais peut-être juste l'écrire. Je pense que la notation que j'utilisais au premier cours, c'était m. Et donc on aurait mk de t1 égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x moins sa moyenne, x moins la moyenne à l'instant t1 fois px de xt1. Voilà. Et ça, bien sûr, à la puissance k, sauf que sa moyenne c'est mu1, donc je dois écrire ici mu1. Voilà, donc j'ai retiré la moyenne à x, je l'ai élevé à la puissance k, et ça va me donner donc les moments centrés. Voilà, et parmi les moments centrés, il y en a un bien sûr qui est intéressant, c'est le m2 de t1, je le rappelle, qui n'est rien d'autre que la variance. L'évolution de la variance au cours du temps. Alors si on a un processus qui est stationnaire, vous verrez tout à l'heure que les dérivées par rapport au temps sont nulles. Ça veut dire que la densité de probabilité ne varie pas au cours du temps, et si elle ne varie pas au cours du temps, tous les moments ne varient pas non plus, puisque ce sont des grandeurs qui sont dérivées de la densité de probabilité. Ok, donc ça c'est excessivement important, et ça représente donc le fait que ici on a des distributions de probabilité qui sont les mêmes, alors que là par exemple on a des distributions de probabilité qui sont différentes. Et donc ça veut dire qu'à fortiori ici, la variance varie au cours du temps ou l'écart type varie au cours du temps. Et c'est ça qu'on entend par instationnarité. Un processus, il est instationnaire au sens de ses moments statistiques ou au sens de sa distribution de probabilité. Ok, alors c'est à peu près tout. Il y a une chose importante, je vais peut-être y revenir dans un instant, c'est que la distribution de rang 1 ne donne aucune information relative à la distribution fréquentielle. Je vais y revenir dans un moment. Alors, une condition suffisante pour qu'un processus aléatoire soit instationnaire ou non stationnaire, c'est que sa densité de probabilité de rang 1 dépende du temps. Effectivement, on a vu que si la densité de probabilité dépend du temps, alors le processus est instationnaire. Ok, donc ensuite on a une contraposée qui est une condition nécessaire pour qu'un processus aléatoire soit stationnaire. Donc, pour que le processus soit stationnaire, il faut nécessairement que sa densité de probabilité ne dépende pas du temps. D'accord ? Donc si on sait qu'un processus est stationnaire, alors à coup sûr, sa densité de probabilité ne dépend pas du temps. Ok ? Mais ce n'est pas tout. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relation dans l'autre sens n'est pas nécessairement vraie. On pourrait très bien imaginer un processus aléatoire dont la densité de probabilité de rang 1 ne dépend pas du temps, mais par contre, ce processus pourrait ne pas être stationnaire. D'accord ? Donc cette condition n'est pas une condition suffisante. Elle est juste nécessaire. Alors pourquoi est-ce que la distribution de probabilité de rang 1 ne contient pas d'informations relatives à la distribution fréquentielle ? Parce que quand on parle de distribution de probabilité de rang 1, que fait-on au cours du temps ? Voilà une réalisation du processus aléatoire. On vient couper à l'instant T1 et on donne l'information statistique de ce qui se passe à l'instant T1. On vient couper à un autre instant T1 et on donne une information statistique de ce qui se passe à cet instant-là. Et puis encore à un autre instant T1, etc., etc. Mais par contre, si on considère des instants infiniment proches les uns des autres, on n'a absolument aucune information de corrélation entre les valeurs qui sont prises par la fonction à deux instants très proches. Or, si on sait que la fonction possède une certaine valeur à un instant t1, à un instant t1 plus epsilon, on a une densité de probabilité qui très certainement doit dépendre ou doit être fortement influencée par ce qui se passait l'instant juste avant. Un peu comme le problème de l'ivrogne, où la probabilité de le trouver en un endroit, en un instant donné,
dépendait fortement de la position qui était occupée par l'ivrogne à l'instant précédent. Ok, donc par distribution fréquentielle, j'entends aussi la notion de continuité, si vous voulez, ou régularité, ou en même temps périodicité. Parce que si on avait un signal qui est périodique, et si on sait plus ou moins qu'on se trouve dans le voisinage de 0 en un instant donné, on s'attend à ce qu'une période plus tard, on se trouve dans le voisinage de la même valeur, dans le voisinage de petite valeur. D'accord? Donc, cette information-là, si on a un signal qui est périodique, cette information-là n'est évidemment pas contenue du tout, dans la densité de probabilité de rang 1. Ok? Donc, on va devoir donner une représentation qui est un petit peu plus complète que cette représentation un peu simple. Ok, alors cette représentation plus complète, c'est quoi? C'est la densité de probabilité de rang 2. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle rang 2? Parce qu'elle est liée à deux instants, T1 et T2. Et donc on va définir une densité de probabilité de voir apparaître x1 à l'instant T1, x2 à l'instant T2. Et donc c'est la densité de probabilité conjointe de deux variables aléatoires, x1 et x2. Donc x1, c'est la valeur de la fonction à l'instant t1, c'est un scalaire. Ok, et x, c'est la fonction aléatoire. Et x2, c'est pareil, c'est un scalaire. Alors que x ici, c'est la fonction aléatoire. Et donc quand je dis la probabilité de voir apparaître x1 à l'instant t1, x2 à l'instant t2, c'est un raccourci de langage pour dire que la valeur de la variable aléatoire à l'instant t1, la valeur aléatoire x1, donc la fonction à l'instant t1, se trouve dans l'intervalle x1 plus petit d x1. Et pareil, la variable aléatoire grand x2, c'est-à-dire la valeur de la fonction à l'instant t2, se trouve dans l'intervalle x2 plus dx2, petit dx2. Ok, c'est ça que je veux dire quand je parle de la probabilité de voir apparaître x1 et de voir apparaître x2. Et donc cette fonction-là, mais bien sûr, elle va dépendre donc de x1 et x2 parce que ce sont toutes les valeurs possibles qui peuvent être prises par la fonction aléatoire à l'instant t1 et à l'instant t2. Et cette fonction doit dépendre aussi de t1 et de t2 parce que le x1 et le x2 qu'on voit là-bas sont des fonctions du temps. Donc grand x1, c'est un scalaire, c'est petit x de t1. Grand x2, c'est un scalaire, c'est petit x de t2. Ok, et par conséquent, la densité de probabilité conjointe de rang 2, c'est quelque chose qui dépend, c'est une fonction de 4 paramètres qui dépend de x1, t1, x2, t2. Ok, on n'a pas tellement l'habitude de travailler avec des fonctions de 4 paramètres. Vous avez l'habitude de travailler avec des fonctions de 1 paramètre, des fonctions d'une variable, ou des fonctions de 2 variables éventuellement. Des fonctions de 3 variables, ça commence à être compliqué pour les représenter dans l'espace. Puis des fonctions de 4 variables, c'est encore plus compliqué. D'accord? Donc, il faut essayer de faire prendre un tout petit peu d'abstraction pour comprendre la signification de ces fonctions-là. Alors, donc du coup, on est tenté aussi de simplifier, bien sûr. Hein. Donc la fonction, on se dit qu'elle contient peut-être trop d'infos et qu'on est capable de la simplifier. Et si c'était déjà le cas au rang 1, évidemment, c'est d'autant plus vrai au rang 2. Et donc si on veut la simplifier, qu'est-ce qu'on fait? On va définir les moments. Ok, on va définir des moments. Bon, ceci, c'est un autre cas particulier. C'est ce qu'on appelle, évidemment, vous reconnaissez la distribution marginale. Si j'intègre la distribution par rapport à x2, et je vais avoir une distribution qui est une marginale. Voilà, et donc on est tenté de simplifier cette fonction de manière à obtenir des moments qu'on va appeler des moments statistiques. Là, on a des moments statistiques qui sont des moments statistiques bruts, complets. On pourrait imaginer les mêmes moments, je vais changer de couleur, pour avoir les moments centrés. Bon, on les appelle bruts, ou j'utilise aussi le mot non centré.
En anglais, ça s'appelle row. R-A-W, comme brut. Et les moments centrés, on les obtient, comme je viens d'expliquer, exactement de la même manière, en soustrayant la moyenne relative à la première variable, puissance k, la moyenne relative à la seconde, puissance L, et la densité de probabilité conjointe x1, t1, point virgule, x2, t2. Okay, j'utilise un point virgule simplement pour séparer, mais vous pouvez visualiser évidemment la fonction p de x comme une fonction de 4 arguments. Voilà. Je reviens juste un instant avant. Et alors, je vous montre comment on peut faire pour représenter une fonction de 4 paramètres. Ok, on n'est pas spécialement habitué à ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire un maxi-plot en disant que on va regarder la densité de probabilité pour T1 égale 10 et T2 égale 10. Pour T1 égale 10 et pour T2 égale 10,1. T1 égale 10, T2 égale 10,5. T1 égale 10 et T2 égale 10,55. Pardonnez-moi ici, j'ai mis 10,55, ce sont des données expérimentales un peu jolies. J'étais content de pouvoir travailler avec celle-là, mais on peut faire l'hypothèse ici que c'est 10,6. Ok, vous allez voir pourquoi. Après, on a la même chose ici, donc on va avoir... donc, grosso modo, vous avez compris que T2 augmente dans cette direction-là. Et on va faire la même chose maintenant avec T1 qui augmente ici. T1 qui augmente. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir T1 ici égale à 10, c'est ce que j'écrivais là-bas. Je vais avoir ici T1 égale à 10.1, T1 égale à 10.5, et T1, je vais écrire égal à 10.6 pour être plus clair. Et donc, qu'est-ce qu'on voit que pour chaque couple de valeurs T1, T2, une fois qu'elles sont fixées, si je fixe deux valeurs ou deux paramètres dans la fonction de probabilité, donc si ça c'est fixé et ça c'est fixé, il va nous rester une fonction de deux variables, x1 et x2. D'accord? Donc ceci c'est une fonction de deux variables, x1, x2. Et chaque fois que je fixe le couple de valeurs t1 et t2, eh bien je vais me retrouver avec une fonction de deux variables, x1, x2. Ok? Et voilà comment on peut faire pour représenter une densité de probabilité de rang 2. Vous voyez que c'est relativement compliqué. Alors, on est quand même tenté de simplifier les choses un tout petit peu. Elle représente quoi? Physiquement, on pourrait d'abord essayer de voir ce que ça représente physiquement. Je commençais peut-être par, admettons ce diagramme-là. Ce diagramme-là, si je le regardais du dessus, qu'est-ce que je verrais? Je verrais, en fonction de x1 et de x2, je verrai des courbes de niveau qui ressemblent à ceci. Ok, de vos cours de probabilité, vous savez que quand on a une densité de probabilité qui ressemble à ça, avec des axes principaux sur les ellipses, ici si c'est une variable gaussienne, si les axes principaux sont inclinés par rapport aux axes x1 et x2, ça veut dire qu'il existe une corrélation. Et effectivement, il existe une corrélation, pourquoi? Parce que je regarde la valeur du processus en deux instants qui sont somme toute assez proches. 10 et 10,1 secondes, ici disons. Et évidemment, ce serait encore pire si je regardais la fonction pour 10 et 10, à l'instant 10 et à l'instant 10, parce que ça veut dire que je suis en train de corréler la variable aléatoire avec elle-même. Et donc là, en fait, on a une corrélation qui est une corrélation parfaite. Ok, donc ici, en fait, on a rien hors de la diagonale. C'est une corrélation parfaite. Je suis en train de corréler la variable avec elle-même. Si je regarde maintenant la corrélation qui existe entre deux instants qui sont T1 et T2, mais où T1 et T2 sont plus distants l'un de l'autre, donc 10 et 10,6, vous voyez que la corrélation, elle tend à diminuer. Ok, donc cette densité de probabilité conjointe nous donne aussi une information relative à la corrélation.
Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans tous ces plots, qui sont des données expérimentales. Ben, vous voyez que si je prends la densité de probabilité ici, qui est une image de la densité conjointe entre ce qui se passe en l'instant 10 et en l'instant 10,1, eh bien en fait j'ai la même chose, en tout cas quelque chose de fortement semblable à ceci, qui est la représentation conjointe de ce qu'on a entre les instants 10,5, ok, ici, T1 égale 10,5, et T2 égale 10,6. 10 et 10,1. Ok, je pourrais certainement dire la même chose pour les autres termes des corrélations, mais c'est surtout celui-là qui m'intéresse ici, vous voyez. Et celui-là, il est similaire aussi. C'est logique, hein, 10, si je regarde une densité conjointe entre l'instant 10 et l'instant 10,1, c'est la même chose qu'entre l'instant 10,1 et l'instant 10. Et vous voyez qu'en fait, on en a une quatrième ici, qui est tout à fait similaire aussi dans les exemples. Ce serait une corrélation de 10,6 et 10,5. D'accord? Donc, ceci nous montre en fait que une chose, c'est que c'est logique. Si je regarde la corrélation qui existe entre les deux variables aléatoires, le grand x1 et le grand x2, c'est-à-dire la valeur qui peut être prise par le processus aléatoire à l'instant t1 et à l'instant t2, bien en fait, si je regarde ça comme une fonction de 4 paramètres, eh bien je dois avoir des résultats qui sont indépendants d'un échange des arguments. Donc si j'échange les groupes de paramètres x1t1 et x2t2, j'obtiens exactement le même résultat. C'est logique puisque je regarde comment sont corrélées deux variables aléatoires. Ces deux variables aléatoires, si je les intervertis, le type de corrélation qu'on va avoir entre les deux est le même. Ok. Alors, bon, de toute évidence, ces fonctions contiennent trop d'infos. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de concentrer toute l'information qu'il y a dans une densité de probabilité. On va essayer de la concentrer vers des infos plus simples. Notamment, on sait bien que quand on a une densité de probabilité, si c'était un process gaussien, on sait que quand on a une densité de probabilité conjointe, on va s'intéresser essentiellement au marginal, c'est-à-dire le résultat qu'on obtient après avoir intégré ou bien projeté dans une direction, ou bien dans l'autre direction. Okay, on a deux distributions marginales, plus au niveau de la corrélation, on utilise l'information la plus simple, la plus courte qu'on puisse imaginer, c'est le coefficient de corrélation ρ. D'accord? Donc, et ça, c'est traduit par un moment qui est ce qu'on appelle la covariance. Okay, je vous ai rappelé ça au premier cours. Okay, donc, on va faire la même chose ici au niveau des moments statistiques. Et on va définir toute une série de moments statistiques. Et il y en a un qui est certainement le plus important de tous ceux-là. C'est parmi tous les moments centrés, ce sera l'autocovariance. Okay? L'autocovariance, sa définition est excessivement importante. Je devrais la recopier ici. M11 égale l'intégrale, double intégrale sur R, de x1 moins la moyenne de x1. Donc en fait, on peut l'écrire mu1, 0, pour être sûr que ce soit une moyenne obtenue à partir de la conjointe. Mu 0,1 à la puissance L multiplié par, à la puissance 1, puisque c'est M11 multiplié par la densité de probabilité conjointe. Voilà. Ça, c'est la définition de la fonction d'autocovariance, et elle est excessivement importante, bien sûr. On la voit rarement, dans la réalité, puisque dans la réalité, on n'a pas spécialement d'accès à la densité de probabilité conjointe. Par contre, c'est quelque chose qu'on a à partir du moment où on s'amuse à modéliser, okay, à mathématiser, si vous voulez, la notion de process aléatoire. Dans la suite du cours, je pense que je vais le dire à un moment, mais je vais le dire déjà tout de suite. Dans la suite du cours, je l'écris en rouge parce que je sais que c'est une question qu'on me pose souvent.
je vais mettre ici, dans la suite, on suppose que mu1, 0 égale 0 et mu0, 1 égale 0. Donc on a des processus à moyenne nulle. Si ce n'était pas le cas, eh bien on écrirait x est égal à x moyen plus delta x. Et delta x est à moyenne nulle, et ça c'est la moyenne de x. D'accord? Donc on soustrairait la moyenne, qui est une information déterministe, si vous voulez, c'est un scalaire qu'on peut retirer. Donc je ne vais plus faire la distinction entre la notion de autocorrélation et autocovariance. Pour moi, ce seront deux choses qui seront identiques, puisqu'à partir du moment où la moyenne est égale à 0, si je supprime le terme ici, on récupère bien x1 puissance 1, x2 puissance 1. Ok, donc la fonction d'autocorrélation qu'on obtient avec k et l égaux à 1, 1, donne exactement la même chose que pour la fonction d'autocovariance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un processus stationnaire? Mais ce que j'ai essayé de vous introduire ici, vous voyez que la corrélation entre la valeur de la fonction prise en l'instant 10 et l'instant 10,1, qui est caractérisée par cette densité de probabilité-là, en fait est exactement la même, ou en tout cas fortement similaire ici, entre ce qu'on a entre les instants 10.5 et 10.6. Et donc là, on a un laps de temps delta t qui est égal à 0,1 seconde, ou 0,1. Et là, on a un laps de temps delta t qui est égal à 0,1. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que la manière dont les valeurs qui sont prises par la fonction aléatoire en deux instants différents t1 et t2, la manière dont ces deux valeurs se corrèlent ne dépend en réalité que du laps de temps entre t1 et t2. Et bien effectivement, si c'est le cas, on va se retrouver avec un processus qui est stationnaire. On va l'appeler stationnaire au rang 2. Et donc, en réalité, ce qui est vrai, c'est plutôt la relation contraire. C'est que si le processus qu'on observe est stationnaire, alors cette fonction qui a priori semble être une fonction de T1, T2, ne dépend que du décalage entre T1 et T2. Je le mets en valeur absolue pour indiquer aussi qu'on peut intervertir les rôles de T1 et T2. Donc ça veut dire que cette fonction de 4 paramètres, qui est la densité de probabilité de rang 2, devient seulement une fonction de 2 paramètres. De 3 paramètres, x1, x2 et delta t. Et également, tous les moments, que ce soit les moments statistiques centrés ou non centrés, au lieu de dépendre de T1 et de T2, tous les moments ne dépendront que de delta t. D'accord? Et ça, c'est excessivement important, c'est que toutes les caractéristiques statistiques ne dépendent alors que du délai. Alors, parmi toutes ces grandeurs-là, il y en a une, évidemment, qui est importante, et elle est tellement importante qu'on va lui donner une notation particulière. C'est le mu1 de delta t. On va l'appeler R de delta t. Ce qu'on appelle aussi la fonction de autocorrélation. J'y viendrai dans une seconde. Okay, donc c'est la manière dont sont corrélées, au sein d'un même signal, les valeurs qui sont prises par ce signal en deux instants qui sont décalés d'un laps de temps delta t. Cette fonction n'a de sens que si le processus est stationnaire. Ok, je reviendrai dans un instant. Alors, une condition suffisante pour qu'un processus aléatoire soit instationnaire et que sa densité de probabilité de rang 2 ne puisse pas s'exprimer explicitement en fonction de T2 moins T1, oui, effectivement, si on n'est pas capable de l'écrire sous cette forme-là, alors on a un processus qui est instationnaire. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Que si le processus est stationnaire, alors nécessairement, s'il est stationnaire, alors nécessairement, sa densité de probabilité de rang 2, elle doit obligatoirement s'exprimer uniquement en fonction du décalage T2 moins T1. Donc c'est-à-dire que si on introduit T2 égale T1 plus un déphasage tau, on a une solution qui est indépendante de T1. Okay, donc on aurait une fonction qui ne dépend alors que de x
x2 et taux. Alors, est-ce que c'est tout? Mais non. Mais non, c'est pas tout, parce que si on voulait être complet, c'est pas parce qu'on a réussi à exprimer maintenant comment la valeur de la fonction en deux instants t1 et t2 était corrélée que tout est gagné. t1, t2. Si on voulait être complet, il faudrait être capable de représenter la densité de probabilité conjointe, triplement conjointe, entre les valeurs prises par la fonction aux instants t1, t2, t3. Et donc on a une fonction de 6 paramètres, x1, t1, x2, t2, x3, t3, qu'on peut exprimer comme la probabilité conjointe de voir apparaître les variables aléatoires x1, grand x2, grand x3, dans des petits intervalles centrés sur petit x1, petit x2, petit x3. Et donc ça nous donne la densité de probabilité conjointe des variables aléatoires, grand x1, grand x2 et grand x3. Ok, donc c'est une bonne chose. Très bien, a priori on devrait le faire, mais c'est compliqué. Mais on peut le faire. Si on a beaucoup de données expérimentales, on peut éventuellement essayer de regarder ou d'identifier les caractéristiques de ces densités de probabilité-là. Mais c'est souvent compliqué parce qu'on est obligé de collecter énormément de données pour y arriver. Alors, de manière similaire, on peut imaginer la densité de probabilité de rang 4, puis 5, puis 6, etc., etc. La densité de probabilité de rang n. Et donc, la densité de probabilité de rang n, elle contient toutes les informations qui se trouvent dans les densités de probabilité des rangs inférieurs. Je ne l'ai pas expliqué. C'était un petit peu implicite tout à l'heure. Quand j'ai dit la densité de probabilité de rang 2 contient une information sur les marginales, c'est que si j'intègre la densité de probabilité de rang 2, par exemple ici, par rapport à x1, de manière à avoir une fonction qui ne dépend que de x2, j'obtiens une marginale, et bien en réalité, je dois avoir le même résultat que j'intègre selon l'un ou selon l'autre, et on obtient une densité de probabilité de rang 1. Vous voyez que quand je calcule l'intégrale par rapport à x2 de la densité de probabilité de rang 2, eh bien je vais obtenir la densité de probabilité de rang 1. Eh bien, si dans une densité de probabilité de rang 3, j'intègre une fois, je vais récupérer un rang 2. Si j'intègre encore une deuxième fois, je vais récupérer un rang 1, etc. etc. D'accord? Donc une densité de probabilité de rang n contient les informations par récurrence qui se trouvent dans toutes les densités de probabilité de rang inférieur. Alors, il y a une certaine difficulté de pouvoir les déterminer à partir de résultats expérimentaux. Pourquoi? Parce que plus on veut aller identifier une densité de probabilité conjointe dans un espace de grande dimension, et plus on va avoir besoin d'un grand nombre de données expérimentales. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supposer, par exemple, une forme simple. Par exemple, que les variables x1 jusqu'à xn sont conjointement gaussiennes. Exemple. Okay? Alors, il y a une série de propriétés qui sont relativement importantes au niveau des densités de probabilité. La première, c'est la positivité. Une densité de probabilité, c'est une probabilité, une densité de probabilité elle-même, donc elle doit être positive. Ok, ce sont les deux premières propriétés sont les axiomes de Kolmogorov qui sont bien connus. Puisque c'est une densité de probabilité conjointe aussi, bien son intégrale sur l'ensemble de toutes les valeurs qui peuvent être prises par le processus aléatoire, donc c'est-à-dire son support, bien cette intégrale est unitaire. Ok? Donc ceci représente les axiomes de Kolmogorov. Ok? On les connaît. Ensuite, plus particulier, on a des conditions de symétrie. La densité de probabilité de rang n possède des conditions de symétrie par rapport à ces arguments. Bien, on l'a vu. Si je prends un ensemble de valeurs ici, K et L, et si je les intervertis tous les deux, donc ça me donne L et K plutôt que K et L, eh bien je dois obtenir la même densité de probabilité. Ça représente, si vous voulez, une question de symétrie autour de cet axe-là. Quand on est au niveau de la probabilité de rang 2. Et ensuite, on a une propriété qu'on appelle de compatibilité, c'est qu'on peut toujours récupérer ce qui se passe dans les ordres inférieurs. Donc on peut toujours récupérer un ordre k strictement plus petit que n en faisant n-k intégration. Et donc on va récupérer une densité de probabilité de rang n, de rang k ici,
à partir d'une densité de probabilité de rang n, en intégrant n moins k fois sur, peu importe, le bon nombre de variables, enfin de variables, oui, et quelles que soient les variables qu'on ait choisies. D'accord, donc pour conclure, ce que je vais simplement expliquer ici, c'est que exactement comme une variable aléatoire peut être représentée comme un ensemble de toutes ces réalisations possibles, ou bien, ce sont deux représentations alternatives, ou bien une densité de probabilité, ou l'ensemble de toutes les réalisations possibles. Ok, c'est une manière de le visualiser. Ce que je vois à gauche, c'est plutôt ce que j'appelle la méthode par statistique ou bien par réalisation. Ce que je vois à droite, c'est plutôt une approche de type probabiliste ou modélisée à l'aide d'un modèle plutôt souvent sous une forme mathématique. Bien, en fait, on a la même chose pour les processus aléatoires. Soit ils sont représentés par toutes leurs réalisations, soit ils sont représentés par l'ensemble de toutes les densités de probabilité de rang 1, toutes les DDP, de rang 1 jusqu'à n, avec n qui tend vers l'infini. Et si on est capable de faire ça, alors on a une représentation complète du processus aléatoire. Ok, donc sur la première ligne, on retrouve les variables, et sur la deuxième ligne, on retrouve les processus aléatoires. Voilà, alors si on a bien compris ça, on se rend compte aussi, juste petite limitation, qu'on n'a pas la possibilité d'aller aussi loin qu'on veut quand je dis n tend vers l'infini. Évidemment, l'infini n'existe pas, ni dans un laboratoire, ni dans un ordinateur. L'infini n'existe que dans la tête des mathématiciens. Et donc, vu qu'on n'est pas capable d'aller voir jusque-là, même d'un point de vue expérimental, eh bien, on doit faire des hypothèses, et généralement on tronque après un certain ordre. On va supposer, par exemple, que le modèle qu'on va utiliser, il est correct jusqu'au rang numéro 2, ou numéro 3, et puis au-delà, il va se passer quelque chose qu'on préfère ne pas modéliser. Ok, alors, tout ceci m'amène vers la notion de stationnarité, que je vais essayer de clarifier un petit peu plus précisément avant de faire un petit break. Donc un processus aléatoire, on dit qu'il est stationnaire au sens strict lorsque toutes ces probabilités de différents rangs sont indépendantes d'un changement de l'origine de l'axe du temps. Donc ça veut dire que le processus aléatoire x de t et x de t plus tau ont les mêmes caractéristiques statistiques. Donc c'est-à-dire que quelle que soit l'origine du temps, je vais avoir les mêmes propriétés statistiques pour le processus aléatoire. Et c'est exactement ça que je voulais exprimer quand je parle de ces réalisations-là. Si je les prends et que je les décale dans le temps d'une certaine quantité, donc si je décide de les décaler et maintenant de mettre l'origine du temps là-bas, eh bien, les anciennes densités de probabilité que j'obtenais en faisant des statistiques à travers tous les échantillons, elles restent inchangées. Ça traduisait le fait que la densité de probabilité, elle était indépendante d'un changement du temps. Ok ? C'est ce qu'on voit là-bas, mais c'est ce qu'on ne voit pas par contre ici, évidemment. Et alors, le fait de le définir de cette manière, qui est un peu plus générale, en disant que les propriétés statistiques sont indépendantes du temps, ça va nous donner une signification au rang d'ordre supérieur, et pas juste au niveau de l'ordre du premier rang ou du deuxième rang. Ok, donc, pour le premier rang, ça dit quoi ? Ça dit que P de x, t est nécessairement égal à P de x1, t plus tau. Et ça nous dit que la densité de probabilité de rang 2, mais elle est telle que la densité de probabilité ne s'exprime que par un décalage par rapport au temps. Si je prends au premier rang 1, je vais avoir que P de x t est égal à P de x1 de t plus tau, quel que soit le décalage, donc pour tout tau. Et notamment, si je choisis tau égal à
moins t, par exemple, mais je vais avoir que P de x 1t est égal à P de x 0. Ça veut dire que la densité de probabilité à n'importe quel instant, celle de rang 1, elle est égale à la densité de probabilité en un instant 0 qui est choisi de manière arbitraire. Au rang 2, puisque les caractéristiques statistiques sont indépendantes de l'origine du temps, mais je vois que P de x1, t1, x2, t2 est égal à P de x1, t1, plus taux. Ok, je décide de décaler dans le temps. Donc si je décale 1, je dois évidemment aussi décaler l'autre. Et t2 plus taux. Ceci est vrai quelle que soit la valeur de taux. Notamment, c'est valable si taux est égal à moins t1. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que ça, c'est la densité de probabilité de x1, 0, et x2, t2 moins t1. Et on voit que, effectivement, cette fonction ne dépend que de x1, que de x2, et que de t2 moins t1. Ok, et donc, en fait, on voit qu'on a une fonction qui est une fonction uniquement de 3 paramètres. Comme je l'avais introduit préalablement. Ok, la différence, c'est qu'ici, on va pouvoir aller voir jusqu'à l'ordre n, si on a envie de vouloir généraliser à des ordres supérieurs. Je vous le donne en 1000. Si on a une densité de probabilité de rang 3, eh bien, elle va dépendre de P de x1, t1, x2, t2, eh bien, x3, t3 aussi, évidemment, on parle de rang 3, x3, t3. Cette fonction-là, elle va s'exprimer en fonction de x1, je vais les écrire comme ceci maintenant, x1, x2, x3, et delta t1, delta t2. Donc au lieu d'avoir seulement un décalage temporel delta t, eh bien on aura maintenant deux décalages temporels delta t1 et delta t2. Ok, et on peut aller voir comme ça aussi où qu'on veut. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la stationnarité au sens strict. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un processus ou dans une expérience, dans une démarche expérimentale, on n'a pas la possibilité d'aller investiguer les rangs d'ordre très élevés. Et donc on n'a pas la possibilité de tester toutes ces propriétés-là. Donc on va définir autre chose, on va définir ce qu'on appelle la stationnarité au sens large. Et alors vous voyez, on définit la stationnarité au sens large en disant que sa moyenne, elle est constante dans le temps. Ça, c'est le premier moment, le plus important, de la densité de probabilité de rang 1. Je vais mettre ici, premier moment de la densité de probabilité de rang 1. Et deuxième condition, qui doit être vérifiée aussi, sa fonction d'autocorrélation. Et ça, c'est quoi? C'est le premier moment de la densité de probabilité de rang 2. Donc sa fonction d'autocorrélation ne dépend qu'un décalage temporel taux ou delta t. J'utilise les deux, taux ou delta t. Pour moi c'est pareil, c'est un décalage temporel. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'en fait on a extrait hors de la densité de probabilité qui normalement doit être constante, on a extrait l'information relative au premier moment et on a extrait hors de la densité de probabilité de rang 2 le fait qu'elle ne dépendait que d'un décalage delta t. Eh bien on a traduit ça en termes de son premier moment en parlant de sa fonction d'autocorrélation. Voilà. Alors c'est plus faible comme condition évidemment d'être stationnaire au sens strict plutôt que du sens large. Donc si un processus est stationnaire au sens strict, alors il l'est également au sens large. On définit aussi, ceci c'est peut-être un petit peu plus marginal, la notion de stationnarité de rang n, si toutes les densités de probabilité de rang n' inférieures à n sont toutes indépendantes d'un changement de repère de temps. Donc ça nous permettrait éventuellement expérimentalement d'aller voir à l'ordre 3 en généralisant légèrement la notion de stationnarité au sens large. Voilà. Alors, on a défini des moments statistiques qui sont des moments statistiques de rang 1. Bien, on peut généraliser l'information. Et on peut, donc exactement comme on avait les moments de statistiques de rang 1 qui étaient définis comme ceci, où vous voyez qu'en fait, ce qu'on a pondéré par la densité de probabilité, c'est x à la puissance k, et bien en fait, ça on pourrait le faire avec n'importe quelle fonction.
on pourrait simplement dire maintenant que l'espérance mathématique de rang n, au lieu d'avoir l'espérance mathématique de rang 1, et c'est même l'espérance mathématique des puissances k de x qui nous donne les moments, et on généralise complètement. Non seulement on va à l'ordre n, mais en plus on prend n'importe quelle fonction de x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Okay, et quand on fait ça, on définit la notion d'espérance mathématique. Je vais un petit peu vite parce que c'est un concept que vous connaissez certainement de vos cours de probabilité déjà, où on vous a parlé de l'espérance mathématique, qui est notée comme ceci, d'une fonction. Ok, et donc l'espérance mathématique de rang n, pardon, de rang 1, qu'est-ce que c'est? On a une fonction seulement d'une variable, et c'est cette fonction d'une variable qui est multipliée par la densité de probabilité de rang 1. On a la même chose pour l'espérance mathématique de rang 2, avec une fonction de 2 variables et la densité de probabilité de rang 2. Ok, alors à partir du moment où on a intégré par rapport à x1 ici, il nous reste uniquement une fonction de t1. On a intégré par rapport à x1, x2, et donc il nous reste uniquement une fonction de t1 et de t2. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait ce qu'on appelle un moyen-âge, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, à travers les échantillons. Donc ça veut dire que c'est comme si on faisait une moyenne à travers les échantillons. Donc on a, pour un instant t1 donné, on est en train de faire une moyenne à travers les échantillons, vous voyez. Et le résultat de cette moyenne, ceci c'est E, une moyenne à travers les échantillons, et le résultat de cette moyenne, ou de cette espérance, va dépendre de l'instant qu'on est en train de considérer. On peut faire la même chose ici, si vous voulez, en pondérant. Donc on a une espèce de corrélation pondérée, et le résultat qu'on va obtenir, bien sûr, il va être dépendant des deux instants T1 et T2, qui sont les deux instants qu'on a choisis, T1 ici et T2 là-bas. Alors, l'ergodicité nous dit quoi? Nous dit en fait que si on veut donc moyenner, en fait j'aurais pu le représenter ici, à travers les deux échantillons à deux instants différents, T1 et T2 par exemple, ou des instants T1 variables, en fait, si la moyenne qu'on obtient en moyennant à travers les échantillons est la même que celle qu'on obtient en moyennant sur un et un seul échantillon au cours du temps, donc vous voyez qu'ici c'est une moyenne, c'est une espérance mathématique, donc c'est une moyenne à travers l'échantillonnage, alors que ceci c'est plutôt une moyenne temporelle. Donc si je fais 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t fois la fonction de t dt, vous voyez qu'ici j'intègre par rapport à t, alors que là j'intègre par rapport à x, j'obtiens une valeur moyenne temporelle. Et bien si ces deux moyennes sont les mêmes, alors le processus il est ergodique, c'est même si et seulement si. Ok, et donc pour que le processus soit ergodique, il est nécessaire bien sûr qu'il soit stationnaire. Pourquoi? Parce que si la moyenne que je fais ici n'est pas la même que la moyenne que je fais là-bas, il n'y a pas de raison que ce soit la même que la moyenne que je fais ici. Une autre manière de voir les choses, c'est que ici, puisque j'ai intégré par rapport au temps, le résultat doit être indépendant du temps. Et si il doit être égal à cette fonction-là, qui est une fonction du temps, la seule possibilité, c'est que cette fonction elle-même ne dépende pas du temps. D'accord? Donc ça veut dire que phi de t1, le résultat de l'espérance mathématique en un instant t1, est égal à phi i tilde, est égal à une constante, quel que soit l'instant t1 que je considère. De manière similaire, si le résultat que je calcule ici sur un échantillon et qui est un résultat qui a priori peut dépendre de l'échantillon considéré au bout du compte, est égal à quelque chose ici qui ne dépend plus de l'échantillon puisque j'ai moyenné à travers les échantillonnages, et bien en fait il faut nécessairement que le résultat soit indépendant de i de l'échantillon qui est tiré. Donc si je prends, grosso modo, c'est ce qu'on a vu dans les chaînes de Markov, si je prends un processus aléatoire très 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 long, en fait ici il nous manque, en théorie, il nous manque une limite quand t1 tend vers l'infini. Si je prends une limite quand t1 tend vers l'infini d'un échantillon qui est initialisé dans sa densité de probabilité stationnaire, on a un processus qui alors est stationnaire, et dans ce cas-là, on va retrouver alors l'ergodicité, donc c'est-à-dire une moyenne sur l'échantillon qui correspond exactement à la moyenne à travers l'échantillonnage. Ok, donc ça définit la notion d'ergodicité, et c'est exactement à mettre en parallèle, si vous voulez, je reviens avec les dias, c'est exactement à mettre en parallèle avec